Bienvenue et merci à toutes et à tous de votre participation à cette journée professionnelle du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, proposée en visioconférence aujourd'hui, ce vendredi 3 décembre. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui se tient jusqu'au 6 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, vous pouvez vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre de façon illimitée. Nous vous rappelons que ce lundi 6 décembre, la journée professionnelle au salon mettra à l'honneur la lecture, désignée grande cause nationale. Nous vous attendons nombreux. Les questions peuvent être posées dans l'onglet prévu à cet effet. En bas de votre fenêtre, vous trouverez un onglet Q et R et les intervenants pourront y répondre sûrement en fin de rencontre durant un petit temps de partage. Nous laissons maintenant la parole à Marie Ouanard pour la conférence Von Braun ou l'histoire du plus célèbre des ingénieurs nazis ayant permis aux Américains de poser le pied sur la Lune, avec des ronds dans l'eau, édition. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour Robin Walter. Bonjour. Et bonjour Laurent Thierry qui vient de changer son nom, donc c'est mieux. Alors, bonjour. Donc, pour présenter le débat d'aujourd'hui, Robin Walter est auteur de BD. Il est plutôt expert dans la question du camp de Dora, de par son histoire familiale et des recherches et des études qu'il a faites. Et il a fait cette année un album de BD qui s'appelle Von Braun, que vous voyez sur l'écran, où l'histoire du plus célèbre des ingénieurs nazis ayant permis aux Américains de poser le pied sur la Lune. Laurent Thierry est directeur scientifique du dictionnaire biographique Mittelbau Dora. Il est docteur en histoire et historien à la Coupole. Et nous avons eu la chance qu'il rédige une préface à cet album Von Braun. Et donc, je vais leur laisser la parole. Donc, Robin, si tu veux bien expliquer ce qui t'a poussé à faire cet album Von Braun, qui est un personnage plutôt particulier. Bonjour, alors en effet, tout est parti de mon histoire familiale et plus précisément de celle de mon grand-père, qui est un rescapé du camp de Dora. Dans la famille, on a eu la chance qu'il ait survécu, qui nous ait aussi transmis finalement son histoire à travers notamment ses écrits qu'il a réalisés dès son retour. Dès son retour de déportation, il a eu ce besoin de transmettre ça d'abord à son épouse, à ma grand-mère. Et ensuite, le besoin suivant, comme beaucoup, c'était de passer à autre chose. Il a rangé ça pendant 50 ans. Il a fallu que mon père, notamment, fasse ce lien de transmission. Une fois devenu adulte, en fait, il connaissait l'existence de ces carnets. Il a mis et pendant des décennies, il a insisté pour qu'il les ressorte. Et c'est à la toute fin des années 90 que donc dans la famille, on a pu découvrir vraiment son histoire. Jusque-là, je savais uniquement qu'il avait été dans un camp qui s'appelait Dora. Et quand j'interrogeais mes professeurs d'histoire dans les années 90, au collège, lycée, pour moi, Dora, ils ne connaissaient pas. Dora n'apparaissait pas sur les cartes. Et donc, évidemment, c'était très, très intriguant et ce parcours a ensuite donné des voyages. J'ai fait beaucoup de voyages sur place au sein d'une association d'anciens déportés, la commission d'Auréa-Elrich. Et puis, tous ces voyages ont d'abord donné, en fait, ces voyages, ces rencontres ont donné une première BD, Casette Dora, avec l'idée donc de sortir de l'ombre le camp de Dora, puisque si personne ne le connaissait, c'est qu'il y avait une raison. Il avait été volontairement caché par les Alliés. Et c'est là où il y a un lien avec Von Braun, puisque le Von Braun, on va dire, est la tête de proue de tous ces scientifiques liés aux missiles balistiques. Et en fait, Dora, c'est le passé sombre de Von Braun, qui a eu une carrière incroyable aux États-Unis, récupérée à la fin de la guerre. Et évidemment, Dora abîmait l'image de ce nouveau héros américain. Et donc, il y a une sorte finalement de triple peine pour les rescapés de Dora, puisqu'évidemment, ils n'ont pas vécu
La conquête spatiale, de la même manière que tous les humains, ils voyaient tout à coup leur bourreau devenir des héros, et en plus ça a provoqué une chape de plomb sur Dora. Et donc il y avait une volonté, voilà, de faire connaître. finalement continuer ce travail de mémoire à travers le personnage de Von Braun. Mais évidemment, afin d'être crédible, c'est pas du tout un discours moralisateur dans ma BD, mais quelque chose évidemment que j'ai voulu très historique. Et c'est là où évidemment le lien avec Laurent Thierry était important. Oui, tout à fait, puisque donc Laurent, peut-être vous pouvez dire un mot sur ce Von Braun. Oui, alors Von Braun est un personnage important de cette histoire. Robin le disait, Oui. une histoire qui a été volontairement cachée, étouffée après la guerre. Von Braun, c'est un jeune étudiant dans les années, à la fin des années 20. Il fait partie de ces jeunes qui ont des rêves, hein, qui sont plutôt pacifiques à l'époque, de pouvoir d'abord envoyer des fusées, ensuite, pourquoi pas, envoyer des hommes sur la Lune. Ces jeunes scientifiques se développent un peu partout à ce moment-là, hein, en Angleterre, en France, aux États-Unis principalement, et puis en Allemagne. La particularité de Von Braun, c'est qu'en fait, lui va signer avec le diable. C'est que pour financer ses projets de recherche et de développement de ses fusées, il ne va pas hésiter à s'associer d'abord à l'armée allemande et puis au nazisme. Hein. Il faut rappeler ce que rappelle Robin dans la BD, le fait qu'il n'hésite pas à entrer dans la SS, il aura un grade dans la SS. Donc, il est le principal concepteur de cette fusée B2, mais surtout, j'ai envie de dire, c'est pas tellement là le problème dans sa responsabilité dans ses crimes, c'est qu'il va participer à la mise en place d'un système qui très vite va utiliser de la main-d'œuvre concentrationnaire. D'abord directement au centre de recherche qui a été installé sur la Baltique, où sont installés tous ces scientifiques, hein, regroupés autour de Von Braun, à Peenemünde, qui est un lieu secret. On commence la production de ces fusées et on envoie des premiers déportés, notamment français, hein, du camp de Buchenwald pour assembler ces fusées. Et puis les événements de la guerre, un bombardement britannique au mois d'août 1943 va obliger ces scientifiques et les nazis à trouver un lieu protégé de ces bombardements, et c'est les raisons pour lesquelles on va créer ce camp secret qui a été le camp de Dora, où 20 000 déportés, toutes nationalités confondues, sont morts. Oui, voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, on en entend mieux parler, notamment dans les milieux scolaires, avec les professeurs qui traitent de cette question-là? Nous, notre travail à la Coupole, ça a été un travail de longue haleine, et ça s'inscrit aussi dans ce cadre-là de réinscrire le passé, en particulier de ces victimes. Et nous, de notre côté, des victimes de France, hein, c'est 9 000 déportés, hein, c'est loin d'être négligeable. C'est plus de 10% des déportés politiques et résistants qui ont été embarqués par les nazis. D'ailleurs, est-ce que vous guerre. pouvez peut-être montrer le dictionnaire qui est derrière vous? Oui, Il est tout petit là dans l'image. L'ampleur du volume. Oui. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais voilà, c'est un livre qui fait 4 kilos, qui fait 2600 pages, et qui en fait, après, vous allez voir un petit peu, on voit quelques portraits, quelques histoires. Après 15 années de recherche dans les archives, hein, les archives en Allemagne, les archives un peu partout en France et en Europe, l'idée, c'était de répondre à un engagement qui avait été pris en 1998, de pouvoir non seulement recenser pour la première fois, mais aussi écrire l'histoire la plus complète de ces déportés pour leur rendre hommage, mais aussi pour mieux connaître cette histoire. Alors évidemment, vous pensez bien que la BD de Robin, oui. pour nous, elle vient comme un complément magnifique, parce que ce travail, évidemment, qui avait un objectif fort mémoriel auprès des familles, aujourd'hui, nous avons développé tout un panel d'outils pédagogiques pour travailler autour de cette mémoire et faire le lien entre cette mémoire de la résistance, de la déportation, mais aussi de la compromission de ces scientifiques, avec des questions très, très actuelles liées à l'éthique, à la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'on fait de ces progrès scientifiques, et comment aborder le parcours de personnages tels que Wernher von Braun qui ont une responsabilité dans une part importante de ces crimes, et qui n'ont jamais été jugés, inquiétés pour ces faits. Donc aujourd'hui, c'est un formidable support pour travailler avec des enseignants, faire le lien avec cette histoire et cette mémoire, et évidemment, c'est une chance pour nous.
Oui, et alors du coup, Robin, je rebondis sur cette utilisation de la BD auprès des scolaires notamment. Je sais que tu rencontres très régulièrement des classes. Est-ce que l'accueil de la part des élèves, quand on leur explique ça, quelles sont leurs réactions en fait par rapport à ce nazi qui, malgré tout, c'était un génie, un cerveau? Alors, j'interviens en effet beaucoup, beaucoup avec les collèges, Oui. lycées, depuis bientôt 10 ans, hein, avec AZ Dora à 10 ans. Et tout de suite, il y a eu cette sollicitation de la part des enseignants, notamment ceux qui avaient pour habitude de faire venir d'anciens déportés dans leur classe. Pour eux, c'est une belle alternative qui fonctionne bien avec les élèves, que je vienne finalement parler de l'histoire de mon grand-père et de son témoignage, et évidemment à travers le médium BD. Et donc, concernant Von Braun, alors il y a ceux qui découvrent totalement l'histoire et qui l'apprennent telle quelle. Et puis, alors un peu plus au lycée pour le coup, voire ensuite chez les étudiants plus âgés, on rencontre des gens qui le connaissent, mais finalement qu'ils le connaissent suite, on va dire, à la propagande américaine. Et la plupart restent sur la version que lui-même, Von Braun, et puis l'armée américaine, puis la NASA ont développé pendant des décennies, et c'est-à-dire de ce nazi qui a fait tout ce travail un peu par obligation, et puis qui ne connaissent pas pour le coup le Dora. Donc c'est comme le rappelait tout à l'heure Laurent Thierry. En effet, il n'est pas condamnable pour avoir été un soldat d'un autre front, pour avoir construit ces fusées. C'est pas là-dessus, mais c'est évidemment l'univers concentrationnaire le gros problème. Et là-dessus, il y a beaucoup de problèmes de transmission. Qu'on peut voir malheureusement même dans la production culturelle, de temps en temps, l'histoire n'est pas forcément bien traitée. Pour préciser, il a jamais reconnu avoir participé. Non, Voilà. malheureusement, non. Lui, il l'a jamais dit. Il n'a jamais avoué, reconnu ses crimes. Non, malheureusement, publiquement, il a jamais fait le moindre pas allant dans ce sens-là, jamais le moindre sentiment de honte, non, il n'y a jamais eu de tout ça. Et évidemment, il s'en est tenu à sa version, une version évidemment très édulcorée de son passé. Et cette version a été transmise pendant des décennies. J'ai moi-même rencontré nombreuses fois en festival des passionnés du spatial qui avaient, pour qui Von Braun, c'était avant tout une icône américaine, un de leurs héros parfois encore aujourd'hui, et beaucoup ont du mal à finalement qu'on égratine leur idole. Mais voilà, c'est l'histoire, il faut pas la laisser sous le tapis, et puis surtout qu'elle elle piétine, sinon on ne fait que piétiner, voilà, la mémoire de dizaines de milliers de déportés. Et un point aussi important que me disent souvent certains en me disant mais ces déportés, ils auraient été s'ils n'avaient pas été à Dora, s'il n'y avait pas eu les V2, ils auraient été ailleurs. Mais ça, c'est faux. C'est faux parce que il faut comprendre que les nazis augmentaient les arrestations en fonction des besoins, etc. Et avec des motifs plus ou moins sérieux quand les besoins étaient importants. Donc voilà, c'est un élément important que j'entends de temps en temps. Donc. Oui. Si je peux compléter, Marie, je crois que c'est important à une époque où on parle beaucoup de fake news, on parle beaucoup il y a beaucoup de choses de l'histoire qui sont remises en cause par des gens qui ne sont pas forcément compétents pour le faire. Il faut insister sur le fait que, évidemment, cette responsabilité de Von Braun, elle est attestée par des documents d'époque, des documents d'archives, elle est attestée par certains témoignages.
C'est une réalité qu'évidemment, en tant qu'historien, on peut prouver. Hein, il ne s'agit pas de voilà, c'est ce que s'acharner je sur un homme parce qu'il est devenu un héros. On a une série de documents, son intervention personnelle en 1944 auprès du commandant SS du camp pour déplacer certains détenus français parce que certains avaient une compétence propre et qu'ils voulaient utiliser. Les archives prouvent son passage au camp de Dora en 1943, hein, un moment où la situation est vraiment dramatique dans cette première période que les déportés ont appelé eux-mêmes l'enfer de Dora. Il faut imaginer, hein, ce sont 11 000 hommes qui vont être logés en permanence sans jamais voir le jour dans des galeries souterraines où il fait 80% d'humidité, il fait 12 degrés en permanence dans des conditions de violence, d'hygiène inexistantes. C'est un taux de décès de 6 000 morts pour 8 mois d'existence de ce camp qui n'en est pas un au début, hein, où je vous disais, les détenus sont logés à même ces galeries. Donc, pour l'ASS et pour Von Braun, c'est la priorité étant la création de cette usine et la production de cette fusée. On ne fait aucun cas du sort de ces déportés et de leurs conditions de détention et de travail dans ce qui va devenir cette usine, qui est davantage une usine de mort qu'une usine de production de fusées. Oui, et toute cette responsabilité, elle a été sciemment cachée aux États-Unis. Alors, ça concerne Von Braun, mais ça concerne toute une série de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de scientifiques nazis qui ont été extradés aux États-Unis de manière illégale jusque dans les années 70. Hein. Donc, il a fallu évidemment cacher ce passé sombre. Et je donne un exemple, mais qui est parlant, je crois. En 1947, à un moment où la politique des Alliés, quel qu'il soit, c'est de communiquer sur les crimes du nazisme, en 1947, on va publier en 28 tomes les preuves à charge, les documents, tout ce qui a pu être produit au moment du procès de Nuremberg. Et bien, au même moment, les Américains organisent un procès des criminels de Dora. Alors, évidemment, les scientifiques qui sont déjà aux États-Unis n'interviennent pas dans ces procès. Hein. On interdira aux procureurs américains de pouvoir obtenir leur témoignage ou leur extradition vers l'Allemagne. Et là, on voit cette volonté politique d'effacer les preuves de ces crimes. C'est que dès que le procès se termine en 1947, il y a quelques condamnations de SS, de responsables qui étaient sur place, mais j'ai envie de dire des sous-fifres, hein, des subalternes de cette responsabilité. Et aussitôt, les archives de ce procès sont classées secret défense et les services secrets américains interdiront l'accès à ces archives jusqu'aux années 90 aux États-Unis. Donc, on voit qu'il y a eu une véritable volonté d'effacer ce passé et la responsabilité de ces scientifiques. D'autant qu'en plus, on les a naturalisés américains, donc il était difficile de pouvoir ensuite les extrader. Oui, et là, je vais laisser parler de Robin de la fin de Von Braun, parce que je ne veux pas non plus. Mais oui, ils ont été érigés en véritables héros. Hein. Von Braun est encore, dans certains des États du Sud aux États-Unis, une icône de l'histoire de la conquête spatiale. Et c'est évidemment quelque chose qui est assez difficile à faire évoluer, même si les mentalités changent. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces différents supports pour pouvoir essayer d'expliquer et de transmettre, mais c'est encore assez compliqué à faire passer. Et c'est pour cette raison que je voulais savoir, mais vous avez déjà répondu en partie, quelle est l'utilisation ou l'usage pour la coupole justement d'un album de BD comme celui de Robin, ça peut en être un autre, auprès des publics. Je pense que beaucoup de scolaires viennent à la coupole et donc la bande dessinée, à mon avis, peut être plus facile d'abord qu'une thèse, toujours très compliquée. Ouais. Donc, alors, déjà, peut-être un mot pour expliquer ce qu'est la coupole, parce que je suis sûr que les gens qui écoutent ou qui regardent ça. La coupole, c'est un centre d'histoire qui est installé dans le Pas-de-Calais et qui tient son nom d'un immense dôme de béton qui avait été construit par les nazis en 1943. Et ce site devait justement tirer les fusées V2 sur l'Angleterre. Et c'est ce lieu emblématique, qui est un site très important de l'histoire et de la mémoire de cette période. Ce site emblématique a été choisi par la région en 1997 pour ouvrir un centre d'histoire et de mémoire dans lequel, évidemment, on expliquerait l'histoire de ces fusées jusqu'à l'histoire de la conquête spatiale et puis, évidemment, ce passé sombre de l'histoire de la conquête spatiale. La Coupole est un établissement qui reçoit entre 140 et 200 000 visiteurs par an, dont 30 000 scolaires, en période hors Covid, évidemment, et dispose de deux professeurs sont missionnés par l'Éducation nationale, un professeur d'histoire et un professeur de sciences. Donc, ça veut dire que tout ce qui est mis en place, que ce soit les ateliers,
destinés à ces scolaires, principalement des collégiens, mais aussi des lycéens, font le croisement entre l'histoire et la science, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est aussi cette question éthique aussi aujourd'hui autour des développements scientifiques. Donc la BD de Robin Walter, c'est évidemment un support intéressant pour travailler avec ses élèves. Ça leur permet d'avoir une image. Évidemment, de cette période, on dispose de peu d'images de l'histoire du camp, et pouvoir au moins s'approprier cette histoire dans sa complexité à partir de cette BD, c'est évidemment un support essentiel. Et Robin, du coup, qu'est-ce que, au départ, quand tu as commencé à faire tes recherches, est-ce que tu as rencontré des obstacles? Comment ton enquête a démarré comment? Alors, concernant Dora ou concernant Von Braun. Concernant von Braun, en fait, moi, j'ai rencontré, me passionnant pour l'histoire de mon grand-père, pour Dora, von Braun, en fait, arrive très vite. C'est la grande personnalité de cette histoire. Donc, très, très vite, que ce soit les anciens déportés ou leurs enfants, enfin, tous ceux qui naviguent que j'ai pu rencontrer lors de ces voyages ou lors des réunions de l'assaut, m'orienter vers certains livres, etc. Et du coup, j'ai d'abord découvert le von Braun allemand, concernant à beaucoup de passionnés du spatial qui ont d'abord rencontré le von Braun américain avant de, pour certains, réaliser son passé. Et c'est vraiment ensuite, en fait, j'ai fait beaucoup de rencontres en salon avec des passionnés du spatial, et que je suis allé notamment, enfin je peux citer Stéphane Sébil, qui est quelqu'un de très actif, notamment sur les réseaux sociaux, grand connaisseur de von Braun, qui a su m'orienter vers tout un tas de lectures qu'on trouve plus ou moins facilement, même des très anciennes. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur von Braun, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de productions culturelles, notamment de son vivant. Il y a beaucoup de choses. Alors c'est ça, en tant qu'auteur, qui était assez passionnant, c'était de faire le tri, d'apprécier ce qui a été écrit de son vivant, et tout en connaissant la réalité de son passé. Il y a des choses assez incroyables, parce qu'il faut réaliser que c'était pas simplement un grand scientifique qui avait un poste important chez les Américains. C'était vraiment quelqu'un quand on parle de héros depuis tout à l'heure, c'est que c'était quelqu'un de très, très populaire. Tous les Américains le connaissaient, même en France. Il faisait la une de Paris Match, ce genre de choses. Et cette notoriété, c'est lui qui l'a souhaité, c'est lui qui l'a cherché. C'était un grand communicant. Il a fait des choix qui sont avérés payants, par exemple de s'associer à Disney, qui ont fait que tout à coup la planète entière le connaissait. Et du coup, il y a eu beaucoup de choses sur lui. Notamment Hollywood lui a consacré un biopic bien avant l'apogée de sa carrière, presque 10 ans avant la Lune. Hollywood lui consacre déjà un film. Voilà, tout ça pour mesurer vraiment l'importance de ce personnage. Les Américains, donc on l'a dit, ont une part importante dans cette volonté d'avoir caché Dora, mais ça a été facilité aussi par le fait que les Russes et puis les Français surtout ont récupéré aussi des savants qui ont eu le même type de carrière, mais qui n'avaient pas du tout la même notoriété. C'est là la grosse différence. Et puis évidemment, le programme spatial américain était encore plus important que celui européen, puisque les anciens collègues de von Braun qui ont travaillé pour les Français ont ensuite eu des brillantes carrières dans le programme Ariane. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que si ce passé sombre de von Braun, il est effacé et il est très peu connu du grand public après la guerre. Par contre, les déportés eux-mêmes, les survivants, eux, ils savent qui est von Braun. Certains l'ont vu dans les tunnels de Dora, ils ont pu l'identifier grâce à certains Meister, des ingénieurs allemands qui étaient à leur côté dans l'usine et qui travaillaient. Donc, imaginez pour ces déportés revenir
revenir en 1945, là où ils ont perdu beaucoup de camarades, et revoir ce personnage qui va venir très vite à la télévision, donner des conférences. Il y a un événement que rappelle Robin dans la BD, c'est l'invitation de Werner von Braun en 67 à Paris pour recevoir un prix d'astronomie. Oui. La cérémonie se fait à l'hôtel du Tessia. Enfin, c'est une provocation pour ces anciens déportés. Et ça va d'ailleurs les engager, ça a été une aubaine aussi pour nous en tant qu'historiens, à essayer de collecter des preuves, des documents, des témoignages à partir de 1967 principalement sur l'avenue de Von Braun, son attitude à l'intérieur de ces tunnels, de ces galeries, son rapport avec les autres détenus. Et donc de collecter le maximum de preuves sur le passage de ce personnage qui à ce moment-là est inattaquable. Il faut imaginer que ces amicales d'anciens déportés qui à l'époque ont un poids politique fort. Ce sont, à l'époque, c'est le général Gustave Leroy qui est président de l'amicale Dora-Elrich, qui représente ses familles. Lui, il est allé à Dora aussi. C'est des gens qui ont une influence politique à l'époque. Ils interviennent auprès du général de Gaulle en 67 pour s'offusquer évidemment de cette cérémonie qui se tient à Paris, mais tout cela est évidemment caché parce qu'on est en pleine guerre froide, on est en plein rapprochement franco-américain et qu'évidemment on ne peut pas mettre sur le devant le passé sombre de ces scientifiques. Bien. Et puis tout se goupille parfaitement toujours. Donc quand on étudie le parcours de Von Braun, tout se goupille toujours bien. Il a son frère qui est à ce moment-là ambassadeur de la RFA à Paris. Enfin, c'est assez impressionnant de voir à chaque fois que tout s'embrique parfaitement pour lui. Lorsque les Américains essayent de favoriser les programmes purement américains des autres corps d'armée, ceux-ci vont se planter, etc. À chaque fois, et puis ça va faire qu'amplifier son rôle de sauveur, puisqu'il arrive juste après les premières Russes. Enfin voilà, il y a tout c'est assez impressionnant, voilà, dans son parcours, pour se rendre compte que que tout ça s'imbrique parfaitement, encore une fois. C'est pour ça que c'est un personnage intéressant, parce qu'il est très ambigu. Ah oui. C'est pour ça que la BD est intéressante sur ce parallèle entre deux personnages, en fait, qui n'en sont qu'un, mais qui ont deux facettes très différentes. La BD permet vraiment la fluidité du récit, permet, et le descriptif bien vraiment, et des actions et des personnages permet vraiment une meilleure compréhension, et puis une découverte beaucoup. Effectivement, on n'en a pas beaucoup entendu parler de toute façon de Von Braun. Moi, en tant qu'éditrice, j'ai vraiment découvert son histoire au travers de la bande dessinée de Robin. Je savais bien quelques bribes de choses, mais on sait très peu de choses. Est-ce que vous auriez autre chose à donner en conclusion, et après peut-être on peut voir s'il y a des questions? C'est simplement oui, rappeler que son parcours, c'est un personnage qui a été nourri à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre froide. Donc tout ça est en fil rouge de toutes ces périodes de l'histoire. Il est sur les deux pans de la guerre froide, évidemment au niveau spatial, mais avant d'arriver au spatial, il arme il arme les Américains, tous les missiles américains qui vont menacer les Russes, ce sont les siens aussi. Donc, il est vraiment de tous les fronts. Puis rappeler que c'est des thématiques qui sont au cœur des programmes scolaires aujourd'hui, au collège et au lycée. Il y a une question sur l'éthique, justement. Donc, utiliser le parcours de Von Braun pour poser ces questions éthiques à une époque aujourd'hui où on parle beaucoup aussi d'éthique spatiale, avec cette privatisation des voyages, la question de la pollution de l'espace. Oui. Il y a des liens assez faciles, j'avais envie de dire, à faire entre ce passé et l'époque très, très, très actuelle. Et alors, on n'a pas de questions pour le moment. Et qu'est-ce qui reste de Dora aujourd'hui? Alors, je me permets de répondre, Marc Robin, je vais y répondre, mais un mémorial a été ouvert. Alors, d'abord, Dora se situe au centre de l'Allemagne, mais dans une zone qui était contrôlée par les soviétiques. C'était après le mur, c'était à l'est. Donc, évidemment, pour les familles et pour la mémoire de ce camp, ça a été très, très compliqué, d'autant que les Russes n'ont pas souhaité faciliter le
développement de cette mémoire ou d'un mémorial sur place, contrairement à ce qu'ils ont fait à Buchenwald, qui a été le symbole de la résistance communiste pour eux. Donc, c'est après la chute du mur qu'un mémorial a été véritablement installé. Et aujourd'hui, on peut découvrir une partie des anciens baraquements qui sont matérialisés. Le crématoire est toujours là parce qu'il était en briques dures et donc on voit les fours dans lesquels les corps étaient brûlés. C'est 20 000 morts, je vous disais, à Dora et dans les différents commandos. Et puis, on visite une petite partie de ces tunnels. C'était un site immense, je ne l'ai pas dit, mais ce sont 2 tunnels de 2 km de long. C'est 90 000 mètres carrés d'espace de différentes usines qui vont se développer de manière continuelle entre 1943 et jusqu'au printemps 1945, au moment de l'évacuation du camp par les SS dans les marches de la mort. Donc aujourd'hui, avec les équipes du mémorial, des historiens avec lesquels on est associés d'ailleurs, nous, à la coupole pour le travail sur cette mémoire et ces recherches, on visite une partie de ces tunnels. D'accord. Écoutez, là, je pense qu'on a dû donner suffisamment d'explications pour que les gens aient envie d'aller voir. Moi, je rappelle cet album qui vient de sortir, en fait. Il est de 2021. Il n'a pas forcément eu la visibilité qu'il aurait dû à cause de tout ce qui s'est passé avec les pandémies. Et voilà. Mais il y a du stock. Donc, comme on parle aussi aujourd'hui de pénurie de papier, c'est un album très facilement commandable en librairie. Voilà. On aura l'occasion de le présenter avec Robin le week-end du 11 et du 12 à la Coupole, justement, dans le cadre d'un week-end commémoratif autour de la publication du livre sur les 9000 déportés de Dora. Et Robin sera là non seulement pour présenter ce travail et puis pour pouvoir le signer aux visiteurs qui seront là pour acheter la BD. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme. Ah non, il nous reste 5 minutes. Si Robin, tu as autre chose à dire? Je vois une question de Cécile. Vous avez cité Disney. Est-ce que vous avez plus d'informations sur cette association? Il faut lire la BD. J'en parle. J'en parle, en effet. En fait, Disney était un passionné du spatial et donc ils se sont retrouvés à travailler sur une série de documentaires. Et Von Braun a participé évidemment derrière la caméra, mais aussi devant. Il est mis en scène et c'est ce qui participe évidemment à sa notoriété. Il en a fait plusieurs. Ce sont des documentaires qui ont une grande visibilité, notamment qui ont eu le premier documentaire a eu une version courte qui a été proposée au cinéma à la fin d'un long métrage de Disney. Il a été sélectionné aux Oscars, donc c'est vraiment quelque chose qui a eu une grande visibilité. Et, pour la visibilité, je précise que tu avais dit que 100 millions de personnes ont vu cet épisode. Effectivement. Voilà. Oui, donc c'est cette association qui était risquée de la part de Von Braun, ça aurait pu quelque part le discréditer, a été finalement un coup de poker gagnant de sa part. Ce sont alors et on peut trouver sur Internet des extraits de ce documentaire. Voilà, et puis sinon, j'en dis davantage dans la BD. Voilà. Il avait le sens du marketing. Oui. C'était déjà un très bon communicant avec les moyens de l'époque. Mais c'est vrai que c'était risqué parce que beaucoup de gens l'avaient connu, beaucoup de gens l'ont reconnu, mais ça montre aussi la façon dont il a été protégé et la volonté politique de le protéger aux États-Unis et comment ça a fonctionné parce que. Mais c'est vrai que je ne sais pas à quel point c'était calculé. Est-ce que c'était simplement de la passion de vouloir s'adresser le plus possible au public? Je pense que c'était pas forcément dans le but de se protéger. Je pense que c'était vraiment dans le but de convaincre indirectement les grands gouvernants. Et pour lui, il fallait que le public soit convaincu de la nécessité d'aller dans l'espace pour que les dirigeants américains lâchent ensuite les milliards nécessaires.
Mais au final, ça s'est révélé être un joli bouclier. Ouais. Du coup, on se demande aujourd'hui si Von Braun avait été jugé, condamné. Est-ce qu'ils auraient été, en fait, ils n'auraient pas été les premiers à poser les pieds sur la Lune? C'est vraiment grâce à lui. Buzz Aldrin, qui a accompagné Neil Armstrong lors d'Apollo 11, en revenant sur Terre, c'est ce qu'il a dit. Il a dit sans Von Braun, on n'y serait pas allé. C'est pas seulement, il le précise, pas seulement pour ses capacités d'ingénieur, mais c'était aussi quelqu'un qui avait d'immenses capacités de rassembler, de fédérer et d'aller chercher l'argent nécessaire, etc. Et c'est en ce sens où, sans lui, les Américains n'y seraient certainement pas allés. Oui. Bon, eh bien, il ne nous reste plus que 3 minutes, donc je pense qu'on va dire au revoir. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, Laurent Thierry et Robin Walter, d'avoir participé à cet échange. Et j'espère que ça donnera envie aux lecteurs de découvrir ton album de BD. Et d'aller le week-end prochain à la Coupole. Donc, c'est bien le week-end prochain. Voilà. Le 11 et le 12, oui. Le 11 et le 12, voilà, pour ce week-end commémoratif qui promet d'être très, très riche et passionnant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à tous les trois, Marie Moinard, Laurent Thierry, Robin Walter. Merci. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci.